J'ai une question pour Monsieur Marchand. Il y a un peu plus d'un an de ça, je crois, sur fond de sanctions européennes, les Britanniques avaient menacé la Russie d'être coupée du réseau SWIFT. Et c'était une menace à prendre au sérieux, puisqu'ils avaient déjà débranché le Vatican quelques années avant, ce qui n'est pas convenable. Et donc, en retaliation, les Russes et les Chinois, je crois, avaient pensé mettre en place un système alternatif. Est-ce que vous savez où en est ce projet, s'il est toujours d'actualité? Les Russes et Chinois mettent en place, dans le cadre des BRICS, un certain nombre d'instruments financiers, mais le souci, c'est que la mainmise du consensus de Washington sur l'appareil financier international est considérable, que chez les BRICS, il y a quand même quelqu'un qui a des moyens très supérieurs aux autres, c'est la Chine, donc ça fait aussi problème, ce qui fait que vu l'ampleur de la masse à affronter, et vu certaines ambiguïtés qui peuvent exister entre les BRICS, les choses se mettent en place doucement. Alors, il y avait le code SWIFT, c'est une chose, mais plus fondamentalement, c'est très important parce que ça règle toutes les transactions, mais plus fondamentalement, avant ça, il faut qu'il fasse avancer le FMI, le contre-FMI et la contre-Banque mondiale. Et c'est lancé depuis 2014 ou 2013, je ne sais plus exactement, mais ça évolue très doucement. Il y a des problèmes. L'ambassadeur de la Tunisie. Lorsque la Tunisie était un pays souverain. Avant de basculer dans l'islamo-fascisme modéré. Je voulais poser la question, et elle vient d'être posée par rapport au BRICS, justement, où ça en est le BRICS. Et vous avez, je pense, déjà répondu. Je suis à la fois ravi d'être là et de retrouver John depuis très longtemps. Un peu surpris quand même qu'on ait, je pense, pas de façon volontaire ou intentionnelle, occulté un aspect géopolitique évidemment important. Parce que le point géographique, le point névralgique, architectonique de la géopolitique, pas seulement en 2016, mais de 2011 jusqu'à, je pense, encore pour 3 ans, avec le printemps arabe, vous savez, le point architectonique, c'est l'Orient. Et ce qui se déroule aujourd'hui en Syrie. En Syrie. Aujourd'hui, sur une grande chaîne de télévision, on va la rater, mais on ne va rien rater. Il y aura une émission sur qui est Poutine. Mais qui est donc ce Poutine? On s'interroge. La question est inquiétante, angoissante. On sait que c'est un président élu de Russie, on sait que c'est un homme qui défend. Et c'est ça ce que je voulais dire. Qui défend, c'est le grand paradoxe. C'est le grand paradoxe. La ruse de l'histoire, comme dirait Hegel. C'est une ruse. Comment cet homme-là défend aujourd'hui, et je pense depuis le printemps arabe, défend les valeurs occidentales, ou les valeurs dites occidentales. Et ça culpabilise les porteurs de ces valeurs, ça les culpabilise énormément, d'où la diabolisation du président russe, n'est-ce pas? Il faut le diaboliser. Il ne peut pas incarner nos valeurs, que nous avons trahies, parce que nos valeurs sont islamo-fascistes. Quand je dis nous, les États-Unis, j'espère pas pour longtemps, je l'espère. La France, la Grande-Bretagne, un peu l'Italie, c'est-à-dire les défenseurs des islamistes dits modérés. Le mot islamisme, justement, j'aimerais bien que l'on parle beaucoup du mot islamisme parce que la raison occidentale n'arrive pas encore à décrypter et à comprendre ce que notre raison à nous, arabes,
savant, décrypté et analysé. L'islamisme, ça ressemble à une poupée russe. Poupée russe. On ouvre la première, on a l'islamisme modéré, ensuite on a islam politique, ensuite on a Al-Qaïda, ensuite on a Nosra, ensuite on a salafiste, fondamentaliste, intégriste, etc. Et puis Daesh. Peut-être l'année prochaine, Maesh ou Stratesh. Ça va être encore plus intégriste que Daesh. Voyez-vous, je pense que le monde occidental, aujourd'hui, à part tous les points essentiels que vous avez évoqués, je pense que le monde occidental, aujourd'hui, vit une très grave crise de valeurs, d'abord, essentiellement. Pour l'économie, on arrivera toujours à s'entendre, n'est-ce pas? Mais en termes de valeurs et d'identité, lorsqu'on a décrété que le christianisme est mort, que l'homme est Dieu, que la diversité et ceci, n'est-ce pas, on a substitué des valeurs par d'autres, et on a été très loin dans ce processus. C'est-à-dire on a été jusqu'au point de soutenir financièrement et militairement ceux qui sont aux antipodes de ces valeurs, n'est-ce pas? Et on n'a pas encore compris. Après le Bataclan, après Nice, Nice a été un Tunisien, n'est-ce pas? Et les islamo-fascistes qui égorgent en Syrie, la plupart viennent de mon ex-pays, celui qui a été construit par le génie politique de Bourguiba. Ce pays est aujourd'hui gouverné par les frères musulmans. Et on continue à dire, parce que c'est ça les médias. Les médias, c'est ça. Poutine, Bachar, n'est-ce pas? El Nosra qui a fait du bon boulot, pour reprendre un terme d'un ancien ministre des Affaires étrangères. Qu'Allah lui pardonne. Ce pays qui exportait de la matière grise, qui exportait une forme de modernisme tunisien, comme le modernisme syrien d'ailleurs, et jadis et naguère irakien. On a balayé tout cela et on a dit, oh, les islamistes modérés, ils sont pas mal. Les islamistes modérés, ceux de Wahhabi, n'est-ce pas, ceux d'Al-Qaïda, de Nosra et de Daesh. Parce que tout ça, c'est la même chose. Il n'y a strict... Et Vladimir Poutine a parfaitement raison de ne pas distinguer frères musulmans de Daesh, parce que c'est la même source idéologique. C'est le même fascisme islamo-fasciste. Voilà ce que je voulais dire, parce que je ne l'ai pas suffisamment entendu. Ça se joue sur ce terrain, sur le terrain identitaire, et sur ceux qui sont aujourd'hui combattants avec les islamo-fascistes et les islamo-terroristes, et ceux qui défendent les véritables valeurs du monde dit occidental. Il n'y a peut-être pas... il n'y a pas un hasard peut-être là-dedans, parce que si ma mémoire est bonne, John, tu me corrigeras, je crois que Voltaire, sa bibliothèque, elle n'est pas en France. Il me semble qu'elle est à Saint-Pétersbourg, n'est-ce pas? Parce que la reine Catherine a tout acheté, et elle a tout mis ça à Saint-Pétersbourg. C'est peut-être une indication pour comprendre pourquoi le président Poutine défend aujourd'hui les Lumières contre l'obscurantisme de la France, de la Grande-Bretagne et d'autres pays. Commentaire de ma part. Il y a des anecdotes déjà en Russie que l'Ouest dit que quand il y a une tombée de la Grèce dans le champ, c'est M. Poutine qui fait déjà tout cela. Et nous avons discuté sur les problèmes des valeurs européennes. Qui est l'Europe aujourd'hui? Il y a quelques fois et années, c'est un très
c'est une question très, très importante. Et je me souviens, je voudrais dire que la diabolisation de notre président, M. Poutine, a commencé pas au moment de la crise ukrainienne, mais avant, quand Poutine, notre président, notre Parlement, avec à la visière ouverte, a déclaré qu'ils allons défendre les valeurs traditionnelles nationales et conservatrices. Toute la presse, les médias libertaristes, pour qui le critère de la liberté et les parades de fierté, a déclaré que Poutine est le diable, c'est le mal incarné, etc., etc. Et tous les événements géopolitiques ont ajouté le pétrole au sommet. Je vous appelle pour la parole après, monsieur l'ambassadeur. Il y a un thème qui n'a pas été abordé ce soir, mais peut-être que c'est Pascal Marchand que cette question s'adresse le plus, c'est celui de l'Arctique. Est-ce que... Un de mes étudiants vient de soutenir une thèse là-dessus, elle fait 800 pages. Je peux en parler, mais... il se passe des choses dans l'Arctique. Mais bon, par contre, il se passe une chose qu'il faut bien avoir en tête. Jamais la circulation des navires entre l'Europe et l'Asie ne passera par l'Arctique. Les trafics, les circulations va s'accroître dans l'Arctique, mais réchauffement climatique ou pas réchauffement climatique, la nuit polaire, ça dure 6 mois, donc la mer sera gelée pendant 6 mois. Et voilà. Et donc, pour les porte-conteneurs qui circulent tous les jours, c'est pas possible. En revanche, pour expédier du pétrole, du gaz, alors là, le pétrole et le gaz va couler à flot à partir de l'Arctique. Et avec des pétroliers brise-glace, le premier méthanier brise-glace construit en Corée du Sud est actuellement en essai dans l'Arctique. Et il faut bien savoir aussi que quand un pétrolier file dans les mers du Sud, c'est à 25 nœuds. Quand il casse la glace pour avancer, c'est à 3 nœuds. Donc la distance est plus courte, mais... Et en plus, un équipage avec 15 Philippins dans l'Arctique, ça ne marche pas. Il faut un équipage de professionnels parce que naviguer en mer Arctique, c'est compliqué. Les embruns qui se collent sur les bateaux, même les navires de guerre, par exemple, quand ils sont en zone arctique, il y a des gens qui sont là pour casser la glace parce que ça réduit considérablement la vitesse. Ça peut même faire couler le bateau, tellement le poids de glace qui s'installe dessus est important. Donc c'est l'Arctique, bon, c'est un Eldorado à venir, mais... Ouais, c'est pas... Il n'y a pas seulement les questions navigationnelles, il y a aussi les questions de développement de la zone arctique russe, en termes industriels. Projet pétrolier en grande profondeur, en mer de Barents. Ils sont dramatiques, parce que s'il se passe en mer de Barents ce qui s'est passé en Floride, tout le krill va disparaître. Oui, alors là, les questions biologiques de l'Arctique, ça, je ne suis pas tellement là. Oui, non, mais c'est grave, si vous voulez, parce qu'on va aller forer à 500 mètres des côtes à 500 km des côtes les plus proches, on va les forer en grande profondeur, à 5000 mètres, et le moindre pépin, ça ne sera pas 3 mois, ça sera 3 ans pour atteindre. Oui. Okay. C'est une question qui est très peu abordée quand on parle de l'Arctique. Ce projet, absolument. Je ne sais pas ce qu'il en est. De toute façon, les projets sont maintenant... S'il vous plaît, professeur Coquin. J'aurais juste une question à poser à monsieur le professeur Marchand, dont j'ai beaucoup apprécié les exposés. Mais en commun avec la question qui vient d'être posée, il y a une question qui m'a paru absente de votre exposé, c'est celui de la crise climatique.
Bien, la crise climatique, naturellement, moi je ne suis pas spécialement écolo, je dois dire. Mais malgré tout, il y en a pas mal qui le sont, beaucoup plus que moi. Bien, et qui sont à des postes de décision. Et on est bien obligé aujourd'hui de constater que, malgré tout, et en particulier dans l'industrie occidentale au sens large, on se soucie de plus en plus des conséquences, et cela contribue ou commence à modifier en quelque sorte les plans techniques, dans beaucoup de plans. Bien. Alors, dans quelle mesure est-ce que les perspectives que vous avez évaluées à 20 ou 30 ans, qui en elles-mêmes sont parfaitement, comment dirais-je, justifiées, le seront encore dans quelques années, lorsque la lutte contre le réchauffement climatique aura pris une plus grande importance? Oui. Moi, je suis géographe, donc ce que j'ai appris, c'est que il y a 20 000 ans, le niveau des mers était 130 mètres en dessous du niveau actuel. Le réchauffement climatique qui date d'il y a 20 000 ans. Alors, il est vrai que l'activité humaine l'accélère, mais on est en fait face à un problème géologiquement récurrent. Et bon, alors évidemment, ça infléchit toutes les activités économiques, mais c'est un domaine que moi je ne regarde pas spécialement, parce que géopolitique, on est à 5-6 ans, pas à 30-40 ans, mais... Vous étiez quand même une vingtaine d'années. Oui, d'accord, mais bon, le réchauffement climatique, c'est quelque chose de difficile à... pour moi, largement, c'est quand même quelque chose qui permet de faire en sorte que les gens pensent à autre chose, aux problèmes posés. Hein. Bon, il y a beaucoup d'enfumage là-dessus, à mon sens. Oui, vous avez parfaitement raison, mais il n'y a pas que de l'enfumage. Je suis d'accord avec vous, Mais bon, moi, je ne suis pas l'actualité sur ces questions-là. Bon, donc, je n'ai pas de réponse précise. Merci à notre ami d'avoir soulevé la question des valeurs, mais au risque d'être manichéen, puisqu'on parle de géopolitique, il faut quand même bien essayer d'identifier deux camps. Alors il y en a un qui est le camp du mondialisme, qui est justement sa force, c'est qu'il a multiples facettes, je ne vais pas m'étendre, mais je crois qu'on n'en finirait pas de dire finalement où est l'ennemi, comment peut-on le personnifier. Par contre, le camp en face, c'est parfaitement clair. Enfin, pourquoi est-ce que tout le temps on parle de Poutine? Eh bien, parce que, à mon sens, Poutine représente effectivement fondamentalement, comment je dirais, peut-être pas fondamentalement, mais disons le cœur de l'opposition au mondialisme. Et pourquoi? Parce que la Russie est le seul gouvernement au monde qui officiellement, comment dirais-je, met au premier plan le christianisme. Et donc, quand on parle de valeurs, effectivement, l'alternative au mondialisme ne peut être qu'une alternative que chrétienne. Et toute la question difficile de la politique aujourd'hui, à mon sens, c'est d'arriver à, disons, faire la fusion intelligemment, ce que fait Poutine, entre la politique et les valeurs chrétiennes. Dans la continuité de ce que vient de dire monsieur, je voulais dire quelque chose que c'est une autre image de Poutine aussi qu'on ne voit pas dans la presse occidentale. C'est Poutine arabe. C'est Poutine, c'est Russia Today, cette chaîne arabophone qui est suivie vraiment de façon incroyable dans le monde arabe. C'est Poutine qui a sauvé en quelque sorte, donc lors de la bataille d'Alep aujourd'hui, où la civilisation et la barbarie s'est battent. La tour Eiffel s'allume en deuil pour endeuiller les islamistes modérés, comme disait notre ambassadeur. C'est cette guerre aussi qu'on a oubliée, une guerre entre la barbarie, la victoire de Alep aujourd'hui. Ce n'est pas la victoire de la Russie de Poutine simplement, mais c'est une victoire d'une lutte entre les laïcs, les modernistes dans le monde arabe et les islamofascistes ou les islamistes rétrogrades, soutenus éventuellement par les forces occidentales. Je vous remercie. S'il n'y a pas de questions, nous pouvons
continuer nos discussions avec un verre de champagne parce que c'est Noël qui approche et nous vous souhaitons que le Dieu vous aide en toutes vos bonnes intentions et notre félicitation. Et nous avons préparé un petit